Bonjour à tous et bienvenue sur Alpha Zulu. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu exceptionnelle parce qu'on se trouve en compagnie de Jackie Ramon. Bonjour Jackie. Bonjour. Jackie Ramon qui était pilote sur Concorde et qui va nous faire l'honneur de nous faire part de ses anecdotes et de ses retours d'expérience à bord de cet avion mythique. Jackie, tout d'abord, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton parcours aéronautique? Oui. Alors plus qu'un honneur, c'est un plaisir, parce que j'ai toujours été passionné par ce qui touchait à l'aéronautique. J'ai eu la chance d'ailleurs d'avoir cette passion, premièrement, et deuxièmement, j'ai eu la chance de la réaliser. Donc j'ai pu commencer à faire de l'aviation légère en aéroclub à Lille. Et puis, après diverses péripéties, j'ai réussi à rentrer à France comme copilote. J'ai donc commencé par faire l'avion de début de cette époque-là, c'était en 1972. Oui, l'aviation avait déjà été inventée. Sur une caravelle comme ça, hein, donc de réacteurs, une centaine de passagers. J'ai fait ça pendant 8 ans. Puis, tel que ça se faisait à Air France, logiquement, on commençait sur des avions petits, entre guillemets, on allait sur de plus en plus gros. Ensuite, je suis passé copilote sur 747. Je n'insiste pas, tout le monde connaît ce genre d'avion. Au bout d'une quinzaine d'années d'attente, j'ai pu passer de copilote à commandant de bord. Et là, commandant de bord, j'ai fait, revenu bien sûr sur un avion plus petit, à savoir un Boeing 737. Donc, 2 moteurs, une centaine de passagers aussi. Puis je suis retourné sur le 747, devenu commandant de bord là-dessus. Au total, j'ai fait environ 22 ans de Boeing 747. C'est l'essentiel de ma vie. Et puis un beau jour, on m'a proposé de passer comme commandant de bord sur Concorde. J'ai commencé à hésiter un petit peu, pour dire toute la vérité, parce que c'était un engagement qui devait porter sur 5 ans, dernières 5 années de carrière, avant la retraite à l'âge obligatoire de 60 ans, suivant la loi française à l'époque. Et cet avion ne desservait qu'une seule destination. C'était donc pendant 5 ans faire exclusivement des Paris-New York, alors qu'avec le 747, on avait, je crois, 80 escales différentes. Bon, d'autres petites raisons, je craignais que ça soit un petit peu trop protocolaire, qu'à la limite, il fallait mettre des gants blancs tout le temps, ou je ne sais quoi. Et puis après, je me suis dit, après tout, si je n'y vais pas, je vais sûrement m'en mordre les doigts un jour ou l'autre. Ouais. Donc j'y suis allé, et j'ai pas regretté, parce que c'était quand même un avion qui sortait du lot. C'était un avion difficile, compliqué, mais j'aime bien faire des comparaisons en disant, chacun d'entre nous, quand on fait un mot croisé, un sudoku, si c'est facile, on est content de l'avoir fait. Si c'est difficile, on est encore plus content de l'avoir fait. Donc cet avion m'a marqué, évidemment. Il a marqué tout d'abord par sa complexité, tu disais. Est-ce que tu Mhm. peux nous donner quelques exemples ou quelques anecdotes qui t'ont marqué et que tu ne pensais pas voir dans cet avion, toi qui étais habitué au 747? Par exemple, la gestion du carburant, je pense à ça, ou Oui, même à la chaleur qui se dégageait du oui. fuselage. Alors déjà, sur la complexité, d'une façon plus générale, j'ai sorti ici des petites choses dans les avions de ligne en particulier. On parle toujours des checklists, donc des choses qu'on va vérifier, qu'on n'a pas oubliées à droite, à gauche, faire ceci, faire cela. Si on prend les checklists d'avions de ligne, que ce soit chez Airbus ou chez Boeing, il y a quand même déjà un certain nombre de choses à faire, c'est déjà assez respectable. Si on prend celle du Concorde, eh ben, on multiplie par 4, grosso modo, le nombre de pages. Voici par exemple la petite collection des checklists de l'usage normal. Et on voit qu'après le décollage, on n'en fait pas une, on en fait 3 ou 4. Dans la descente, on n'en fait pas une seule. Non, pareil, on en fait 4, 5, etc. Donc ça, et c'était l'utilisation normale. Et maintenant, il y avait 2 superbes bouquins dont je montre l'épaisseur, qui sont marqués, pour l'un, la checklist secours, et pour l'autre, la checklist urgence. Alors, il y a des nuances subtiles de savoir la différence entre l'urgence et le secours, bref. Donc, je prends au hasard, voyez, dépassement de la limite de centrage, perte des trims électriques, j'en passe, Est-ce et qu'il y des a meilleurs. vraiment une différence quand on est à 2300 km/h entre urgence et secours? Disons que le secours est plus tracassant que l'urgence. Mais en fait, le secours, a priori, part d'une urgence, je Hmm. dirais, hein. Mais bon, il y a des degrés de complexité, des degrés d'importance. Je vais prendre au début.
Vous faites comme dans un autre avion, vous faites une petite inspection de l'avion avant de partir. Ça, c'est la table des matières. Et voilà ce qui s'appelait vérification du poste. Alors, il y a tout un tas de choses à régler, il y en a pas mal. Vous faites une autre checklist quand vous êtes prêt à mettre en route, avant la mise en route. Bien, vous avez fait votre mise en route, c'est bien, ça tourne. Ah, bah maintenant vous faites une autre checklist après la mise en route, tous les trucs à vérifier. Bon, la position des entrées d'air, des pompes, est-ce qu'elles sont branchées ou pas. Vous commencez votre roulage. Ah, pendant le roulage, vous faites une checklist roulage. Alors là, il est quand même marqué dans la marge M, PNF, C pour son nom. M, ça veut dire c'est le mécanicien navigant qui fait cette checklist, qui est chargé de cette chose-là. PNF, c'est le pilote qui n'est pas en fonction, c'est pas celui qui va piloter. C, c'est le commandant de bord. Alors certaines checklists, il y en a beaucoup plus pour le mécanicien navigant que pour les autres, mais bon, par exemple ici, c'est le commandant de bord qui vérifie le fonctionnement du système central d'alarme. Bon. Et il y en a où c'est marqué les trois. Commandant, pilote, mécanicien. Chacun vérifie par exemple là les index de vitesse qui ont été réglés sur les indicateurs de vitesse parce que ce sont évidemment des indications tout à fait vitales. Si on tient une vitesse qui n'est pas la bonne, ça peut être très embêtant. Donc pendant le roulage, on a fait toute cette checklist. On est bientôt au décollage, on fait encore toute une checklist. On a décollé. Sur un avion normal, on fait une checklist brève pour voir si le train est rentré, etc. Là, on fait toute une checklist après décollage. Pendant la montée, on fait une petite checklist ici. À Mach 0,75, on en fait encore une autre. À Mach 0,93, voici encore autre chose. Quand on va passer le mur du son, on fait encore cette petite checklist. Une checklist à Mach 1, une checklist à Mach 1,15, une checklist à Mach 1,40, une à Mach 1,7. Donc, voilà. On a enfin fini, on est enfin croisière, on a enfin fini de faire des checklists. Pour la descente d'un avion normal, hop, on tire sur les manettes, on pique un petit peu, on descend tranquille, on fait une petite checklist pour l'approche. Alors là, pour la descente, on fait une checklist, savoir comment on va réduire, une checklist différente quand on a réduit à Mach 1,6, une autre à Mach 1,3, une autre à Mach 1, une à Mach 1,093, et c'est seulement quand on approche de l'aéroport qu'on fait une checklist d'approche intermédiaire. Est-ce qu'on a bien pensé à descendre le nez à 5 degrés? Le mécanicien vérifie pas mal de choses qui sont fermées, des batteries, n'importe quoi. Pour l'approche finale, on retrouve les choses ultra classiques. Est-ce qu'on a sorti le train? Le nez, est-ce qu'on l'a mis cette fois-ci non plus à 5 degrés mais à 12 degrés? Est-ce que les freins ont bonne la pression? Est-ce qu'on a allumé les phares? Etc. Après l'atterrissage, le mécanicien navigant va se faire toute cette checklist. Il est précisé silencieuse, il ne va pas parler, tant mieux, parce que les pilotes n'en peuvent plus de l'entendre. Arrivé au parking, le pilote qui n'est pas en fonction fait toutes ces petites checklists. Est-ce qu'on a arrêté le réchauffage des glaces? Est-ce qu'on a fermé le conditionnement d'air? Et ah bah oui, ça s'arrête pas. Stationnement prolongé, c'est-à-dire si on va repartir tout de suite, paf, on va encore couper tel ou tel circuit, ceci, cela. Voilà, il y a donc tout ça, les checklists normales, j'en passe d'autres, spéciales pour des approches automatiques, spéciales pour des approches en visibilité, quoi encore, aide-mémoire pour l'utilisation des centrales de navigation à inertie, recalage des centrales pendant la croisière, bon, il y en a pas mal. Ce que je dis, il y a beaucoup plus là-dedans que dans un avion classique. Ça, c'est l'utilisation normale. Maintenant, il y a deux belles grosses checklists, des vrais bouquins, vous voyez l'épaisseur, séparés d'une façon, avec une petite nuance, les checklists urgence et les checklists secours. Alors dedans, il y a une table de matière, on voit des tas de trucs, ça peut toucher des mauvais fonctionnements des réacteurs, circuits électriques, hydrauliques, commandes, et ainsi de suite. Bon, ça à la limite, sur un autre avion, ça existe. Sauf par exemple le nez, déverrouillage du nez, ça c'est quand même assez original. Il y a aussi pour des cas rares, divers, amérissage, atterrissage forcé. Bon, ça ne s'est pas présenté pour le Concorde. Donc à chaque fois, que faire dans ceci, cela. Dans une checklist de secours, alors on va chercher ce qui est un petit peu original. Vous avez évidemment surchauffe réacteur, arrêt de réacteur, panne d'entrée d'air, baisse de pression carburant, que sais-je, perte d'électricité, rentrée anormale du train, sortie du train en secours. Alors, descente du nez par gravité, bah oui, si on pouvait pas
une fois en vol, descendre le nez avant l'atterrissage par le circuit qui était prévu, eh bien, en déverrouillant, mécaniquement, il pouvait descendre par son propre poids et se mettre dans la bonne position. Par contre, il ne savait plus remonter. Mais ça nous est égal, le principal c'était de se poser. Panne de ventilation, surchauffe. Et on trouve, voilà, quelque chose d'original, radiation excessive. Il y avait à bord un détecteur de radiation, donc, et que faire en cas de radiation excessive? On peut le regarder, la page 25. Eh bien, on nous dit, ou non, c'est la 26, pardon. Descente, voilà. Là, c'est assez clair, assez simple comme checklist. Ça sonne, il y a trop de radiation, eh bien, on descend. Après, par contre, ce qui va poser des problèmes, c'est qu'une fois que vous avez perdu de l'altitude, votre consommation augmente terriblement, et a priori, vous ne pourrez pas continuer l'itinéraire qui est prévu. Voilà une illustration de la simplicité d'utilisation de ce bel avion, qui était quand même très exigeant. D'une façon générale, des gens qui craignent un peu l'avion disent « mais dans l'avion, il peut y avoir des pannes ». Je dis « oui, mais presque à chaque vol, il y a des pannes ». « Ah bon ?» ?»« Oui, mais attendez, vous êtes dans votre siège, vous avez au-dessus de votre siège une petite liseuse pour pouvoir lire le journal tranquillement. Si votre liseuse est en panne parce que l'ampoule est grillée, c'est une panne. Est-ce que l'avion peut partir en toute sécurité si votre liseuse, à vous, au siège 43, est grillée? Ben, bien sûr. Donc, un des travaux, une des décisions les plus importantes de l'équipage, avant le départ et bien sûr pendant le vol, c'est de faire le tri. Il y a des petites pannes tout à fait anodines, et puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus préoccupantes. Mais on peut dire qu'en somme, à chaque vol d'un avion de ligne, il y a des pannes. C'est pas un mot tabou, alors on les traite plus ou moins. Personnellement, dans ma carrière, j'ai fait 4 modèles d'avions, et sur chacun des 4, j'ai dû être moins de chance, je dirais, que la moyenne de mes collègues. Sur chacun des 4, j'ai eu une panne de moteur, grosso modo. D'accord. Mais vous voyez, je suis là, ça va très bien, merci. Comment tu as géré cette panne de moteur comme la procédure l'exige Voilà, exactement. On pense à... D'abord, il faut s'en apercevoir, en général, on s'en aperçoit. Ensuite, comprendre à quoi ressemble la panne. Essentiellement, il y a 2 choses. Est-ce qu'il y a un feu qu'il faut maîtriser, ou est-ce que le moteur, tout simplement, il s'est cassé, il s'est étouffé, et c'est moins préoccupant que s'il faut d'abord songer à arrêter l'incendie. Ensuite, dans l'immédiat, il faut voir aussi dans quelle phase de vol on est. Une panne de moteur pendant un décollage, c'est beaucoup plus préoccupant qu'une panne de moteur en croisière, surtout si on a déjà 3 ou 4 moteurs. Celle que j'ai eue par exemple en 747, c'était en croisière. Un moteur s'est arrêté, les passagers ne se sont aperçus de rien, nous sommes arrivés à destination, à l'heure, tout va très bien, merci, et en parfaite sécurité. Il est évident que par contre, quand on n'a que 2 moteurs, on en perd un, c'est un petit peu plus gênant. Enfin bon, ça allait. D'ailleurs, l'une des 4 pannes était une fausse panne, c'était un indicateur qui disait qu'il n'y avait plus d'huile, donc il fallait couper le moteur. Et en fait, on coupe le moteur, et quelques secondes avant d'atterrir, le niveau d'huile remonte dans l'indicateur. C'était une fausse indication de l'indicateur. Mais bon, il va de soi qu'on doit toujours être, je dirais, toujours très pessimiste dans un avion pour mettre toutes les chances de son côté, toujours avoir une roue de secours. Se préparer au pire. Et c'est à force d'être pessimiste que tout se passe très bien. Voilà. Parce que tout va toujours mieux que ce qu'on avait prévu. Oui. Si on est bien fortement pessimiste, ça va toujours mieux. Exactement. Est-ce que tu peux décrire un petit peu à quoi ça ressemblait un décollage à bord du Concorde? Oui. Alors, d'abord la question parlait de complexité, tu as parlé de température et d'autres choses. Oui, des petites choses qui étaient propres au Concorde et que... Ah oui, la température. Alors, une chose qui paraît un peu bizarre, c'est que dans cet avion, en croisière, on évoluait dans un air extérieur qui était une température de l'ordre de moins 50, moins 60, moins 70 degrés. Bon. Ce qui faisait qu'on se disait, il vaut mieux pas ouvrir la fenêtre, sinon ça va être assez désagréable. Néanmoins, le frottement de l'air sur la totalité de l'avion, sur toute sa peau métallique, disons, ce simple frottement faisait l'échauffement. Une illustration facile, c'est que si je frotte ta joue, tu vas sentir de la chaleur. Bon, d'accord. C'est supportable comme chaleur? Ça va, pour l'instant, c'est bien. Alors, pour en revenir au Concorde,
l'échauffement en croisière était de l'ordre, on voit la maquette ici, de 110 degrés sur le bord d'attaque des ailes, 70 degrés ici sur la fuite, et au maximum, sur le bout du nez, ça dépassait les 120-130 degrés. Et dans les avions, les ingénieurs, tous les gens qui font les essais, mettent toujours des limitations d'emploi. Alors il y a des limitations de poids, de nombre d'utilisations, de température, de un peu tout n'importe quoi. Une des limitations intéressantes, importantes dans le Concorde, c'était la température du bout du nez. Il y avait une limitation, sauf erreur, à 137 degrés. On n'avait pas le droit de dépasser cette température. Si donc on la dépassait, eh bien la solution très simple, il fallait réduire légèrement la vitesse. Et pour qu'on n'oublie pas ça, qu'on ne soit pas distrait, il y avait un système automatique qui reliait le thermomètre dans le nez aux manettes des gaz de l'avion. En croisière, on enclenchait ce système, et si la température arrivait à la limite ou un peu en dessous, eh bien, on voyait que les manettes des gaz se réduisaient tout doucement pour maintenir toutes seules, pour maintenir ça, c'est ce qu'on appelle l'auto-manette. Auto n'ayant pas de rapport avec l'automobile, si ce n'est l'origine du mot. Hein. Et concrètement, ça se traduisait parfois par une certaine frustration pour des passagers qui disaient « Ah, enfin, je vais voler à deux fois la vitesse du son ». Dans la cabine, devant les passagers, il y avait un superbe écran où c'était marqué. Alors chacun avait préparé son appareil photo. Mais quand l'air extérieur était trop chaud, entre guillemets, plus chaud que la moyenne, cette réduction de vitesse faisait, de temps en temps, pas assez souvent même, qu'on volait à moins de Mach 2. Alors ils voyaient Mach 1, l'accélération 1,91, 92, 93, puis ah zut, c'est resté à Mach 1,97 et jamais j'ai pu photographier Mach 2. Bah oui, désolé, ce jour-là, l'air était un peu plus chaud que d'ordinaire, on ne pouvait pas. Et inversement, quand l'air était plus froid, au lieu de voler comme en moyenne à Mach 2,04, disons, on pouvait voler à 2,08, 2,10, 2,12, quelque chose comme ça. Parce qu'en fait aussi, une des différences entre cet avion et les autres, c'est que la température de l'air était un facteur primordial. Ça influait sur la vitesse de l'avion, ça influait sur sa consommation, ça influait donc sur l'altitude à laquelle on allait évoluer. On a l'habitude en aéronautique d'avoir défini ce qu'on appelle une atmosphère standard, donc une moyenne qui dit que au niveau du sol, il fait plus 15 degrés, bien évidemment que ce n'est qu'une moyenne, que la pression atmosphérique égale à 1013 millibars, et ainsi de suite. Et il y a un tableau donc de température moyenne statistique variable avec l'altitude, qui décroît presque tout le temps. Et c'est ce qu'on appelle donc la température standard. Et donc dans l'utilisation, on distinguait est-ce qu'on était en standard plus 3, en standard moins 5 degrés, etc. Et donc, suivant qu'on était plus ou moins par rapport à cette température dite standard, les performances de l'avion n'étaient pas les mêmes. Ce qui était préférable pour nous, c'était une température basse, température froide. Et quand je parle de la consommation, je parle de la consommation distance. C'est-à-dire, pas la consommation instantanée, ni la consommation horaire. Mais disons, pour simplifier les choses, que dans le Concorde en croisière, il consommait toujours à peu près la même chose en consommation instantanée, consommation horaire. Mais si on allait moins vite, on faisait moins de kilomètres. Donc c'est ce qu'on appelle la consommation distance, combien on consomme pour faire un certain nombre de kilomètres, la consommation distance augmentée. Et de la même façon à signaler, là ça n'a plus de rapport direct avec la température, le Concorde était une flèche qui était faite pour voler à 2 fois la vitesse du son, et c'était sa vitesse économique. Donc sa vitesse économique, c'était le vol supersonique. Si on ralentissait, si au lieu de 2200 km/h, supposons on allait voler à 800, on consommait nettement plus. Et en ce sens, à ma connaissance, c'est le seul engin de transport où, pour aller loin, il faut aller plus vite. Si vous avez une mobilette ou un bateau utilisant du carburant, a priori, vous allez réduire la vitesse pour aller loin. Eh bien non, le Concorde, c'était l'inverse. Donc, il fallait toujours être au maximum, et que ça soit en montée, même en vol subsonique, en descente, en vol subsonique aussi, à l'arrivée, eh bien pour nous, l'économique, c'était d'être toujours au maximum de la vitesse autorisée. Ça, c'était... Et donc, ça devenait... Moi, je dis que c'est le seul avion, j'ai jamais entendu un instructeur me dire au roulage au sol ou ailleurs, tu vas trop vite. Non. C'était devenu
presque un vice, c'est que même au roulage, et même sans notion de rattraper l'horaire, même en arrivant en avance, eh bien, on volait vite et on roulait vite. Donc les manettes de gaz toujours à fond, du Voilà, décollage quasiment à s'il n'y l'arrivée. avait pas cet air trop chaud avec cette limitation de température du bout du nez, une des rares choses simples dans cet avion, c'était qu'au décollage, c'était les manettes à fond collées au tableau de bord, et on n'y touchait que pour commencer la descente 3 heures après, grosso modo, quoi, réduire à ce moment-là. Une des rares choses simples, tant que j'y suis les choses simples, là-dedans, il y en avait très peu. Il y avait les aérofreins, puisqu'il n'y avait pas d'aérofreins, donc pas de problème d'usage d'aérofreins. Et les volets, il n'y avait pas de volets non plus, donc pas de problème d'utilisation des volets. Mais à part ça, tout le reste était compliqué. Et ça impliquait forcément un angle, une assiette fort encadrée à l'atterrissage. Voilà, voilà, complètement. Alors, quand on regardait l'horizon artificiel, on voit l'angle justement de cabré de l'avion, hein, l'angle d'incidence. Si je ne m'abuse, sur un avion normal, en courte finale, enfin même toute la finale, on a un cabré de l'ordre de 2 à 4 degrés, disons, 3 degrés, quelque chose comme ça. Là-dessus, le cabré, c'était 10 degrés et demi. On voit, quand on voit les films et les photos, c'est-à-dire que l'avion, il se présentait comme ça, au lieu de se présenter comme ceci. Et donc, pour bien apprécier ça, pendant la courte finale, même par très beau temps, même on était proche de la piste, donc dans les dizaines de secondes qui précédaient l'atterrissage proprement dit, il fallait jeter un coup d'œil à l'horizon artificiel qui était bien gradué, et il fallait 10 degrés et demi. Sachant que à 12 degrés, paf, on touchait de la queue. Et il fallait quand même une certaine précision. Oui. Hein, entre 10 degrés et demi et 12 degrés, il n'y a pas une grosse différence. Donc cet avion, je disais, était difficile d'utilisation parce que très complexe, il fallait se souvenir de beaucoup de choses. Et il était surnommé à l'intérieur d'Air France le pointu. Il n'était pas seulement pointu par sa forme, Mais par son pilotage. mais il était pointu partout là-dedans. Tout était un peu au maximum, le pilotage, les performances de ceci, de cela. Moi, j'aime bien faire des comparaisons avec le secteur automobile parce que ça parle à tout le monde. Eh bien ça, le 747, c'était un excellent camion. Et ça, c'est une Formule 1. Et si vous voyez avec votre camionnette ou votre voiture normale, quand vous allez chez le garagiste, bon, il s'occupera de vous quand il peut. Tandis que le Concorde, quand on arrivait, il y avait toujours des mécaniciens qui se précipitaient pour faire ne serait-ce que l'entretien courant. Et si je me souviens bien, le simple petit entretien courant, j'entends par là, en escale, regarder la pression des pneus, vérifier la quantité d'huile ou autre chose, réclamer 5 fois plus d'heures pour un Concorde que pour un 747. Je parle bien que du tout petit entretien. Pas des choses plus importantes. Ouais, c'est impliqué une perfection tant dans la maintenance que dans le pilotage. Comme c'était poussé à l'extrême en permanence, il fallait... J'oserais dire que c'était pas un avion de débutant. Et justement, pour revenir aussi aux différences, Air France est dans les compagnies similaires. Quand on change de modèle d'avion, on fait une qualification de type. Par exemple, passer du 727 au 737 ou du 737 à l'Airbus 320, n'importe quoi. On fait un stage au sol de plusieurs mois pour apprendre comment est fait l'avion, pour apprendre son mode d'emploi, pour faire évidemment du simulateur de vol, la prise en main. Bien. Jusqu'à l'avènement de simulateurs très perfectionnés, c'est-à-dire disons dans les années 90 par exemple, il fallait faire aussi quelques heures de tour de piste. Bon, quelques heures, évidemment, comme ça coûte très cher, personnellement, la première fois où j'ai fait ma qualification 747, c'était en 1980, ça a été environ 1 heure de tour de piste. On faisait quoi, combien, 4-5, un truc comme ça, et après ça va, après on vole toujours avec un instructeur, mais déjà en ligne sur un vol normal avec des passagers. Quand je suis allé sur Concorde en 2002, ça n'existait quasiment plus pour les autres avions, tout se faisait au simulateur de vol. Il n'y avait plus de vol réel pour prendre le coup d'œil, le coup de main pour les atterrissages ou le roulage. Eh bien, la norme sur Concorde, c'était 5 séances d'1 heure, 5 heures de tour de piste. Que ce soit pour un copilote, que ce soit pour un commandant de bord qui arrivait sur la machine, 5 heures de tour de piste. Ce qui passait pas inaperçu pour les riverains des aérodromes où ça se pratiquait,
Ça se pratiquait à Châteauroux, dans l'Est, à Vatry. 1500 pieds à 75% de puissance. Voilà, les ventes arrière au-dessus de certaines fermes à Vatry, ils s'en apercevaient. Personnellement, quand je suis allé faire les 5 jours consécutifs, nous étions 2 à faire ça, il y avait un copilote avec moi. Donc pendant 5 jours d'affilée, les riverains ont entendu 2 heures de passage de Concorde. Pour la petite histoire, pour les amadoués, la veille, quand nous sommes arrivés avec l'avion, la chambre de commerce avait invité les maires de tous les villages et il y avait un grand pot pour amadouer les riverains, je dirais. Ouais, pour faire passer la pilule. C'est les coulisses de l'exploit, Ouais. ça machin-là. Donc Jackie, est-ce que tu peux nous donner, pour avoir une petite idée, quelques chiffres qui font que le Concorde est un avion exceptionnel? D'accord. Eh bien, un rapport qui peut paraître assez faible entre la charge transportée et la masse de l'avion. En gros, à vide, très grossièrement, le Concorde pesait 90 tonnes. Bon. Là-dedans, on allait mettre un peu plus de 90 tonnes de carburant, qu'on allait consommer presque en totalité avant d'arriver à New York, puisque moi je parlerai que du Paris-New York, puisque je n'ai fréquenté que ça, et c'était l'essentiel de l'activité pour les Français. Pour les Britanniques, c'était évidemment Londres-New York. Et la charge utile, eh bien, c'était pas de fret du tout, et au maximum 100 passagers. Donc, disons, un peu moins de 10 tonnes, moins de 10 tonnes de charge utile. 10 tonnes de charge utile sur un avion qui va décoller à presque 200 tonnes, c'est pas grand-chose. Un 747 cargo, ça peut faire 170 tonnes par exemple à vide, mais décoller à 400 tonnes. Et ça peut emmener plus de 100 tonnes de charge utile, hein, sans problème. Bon, maintenant sur la consommation, eh bien toujours sur un Paris-New York, en fait, le Concorde consommait la même chose qu'un 747. Simplement, il va emmener un petit 100 passagers au lieu de 450 ou 500, un 747 passagers. En plus de tout ça, il emmenait, je sais pas, 10 à 30 tonnes de fret. Donc, évidemment, mais il ne faut pas faire trop de complexe sur le carburant. D'ailleurs, je me souviens d'une étude interne à Air France où, avec de superbes camemberts, on avait spécifié pour chaque modèle d'avion le pourcentage des dépenses dans le prix de l'heure, le prix de l'heure de vol. Et en gros, dans un avion normal, l'heure de vol, c'est 50% le prix d'achat, l'entretien. Le carburant, c'est de l'ordre de 25 ou 20%. Et en gros, donc, disons, il reste un quart. Le dernier quart, c'est tout le reste. Ce sont tous les frais fixes de la compagnie aérienne, les salaires des personnels au sol, les salaires des personnels navigants, la nourriture, les taxes de survol, les taxes d'atterrissage auxquelles on ne pense pas, mais qui sont conséquentes, croyez-moi. Elles augmentent bien, pas qu'en France, mais bon. Eh bien, là-dedans, pour le Concorde, quand on faisait ce camembert, on s'apercevait que lui, le carburant, si je me souviens bien, représentait que 15 ou 18%. Alors, on peut manipuler les chiffres comme on veut. On aurait pu donc dire que, au point de vue des dépenses carburant, c'était le Concorde le plus économique. Pourquoi? Parce qu'en fait, non pas l'achat, puisque on pourra en discuter, mais l'entretien coûtait extrêmement cher par rapport aux autres avions, et ça a écrasé les autres composantes du prix de revient. Alors pour faire plus concrètement, un petit exemple que j'aimais bien donner aux passagers en 747, en croisière, on consommait en gros 5 litres par seconde. Chaque seconde, hop, un petit jerrycan de 5 litres par la fenêtre. Ça paraît beaucoup, mais quand même on avançait à 900, 950 km par heure et on emmenait plusieurs centaines de personnes. Donc je disais aux passagers, maintenant supposons, si vous en étiez capable, que pour rouler au-dessus de l'Atlantique ou du Pacifique, vous avez pris votre petite voiture, combien auriez-vous consommé? Eh bien, si on divisait la consommation de l'avion par le nombre de passagers, dans la mesure bien sûr où l'avion était complet, on trouvait quelque chose de l'ordre de 5 litres au 100 km. 5 litres au 100. Et maintenant, des avions plus récents comme le Boeing 777 ou la 380, ils en sont quelque part entre 3 litres et demi et 2 litres 7 ou 2 litres 8, je crois, pour le 380. Donc, en gros, la moitié ou à peine plus que la moitié de ce que je voyais le 747. Je ne fais pas le calcul pour le Concorde, hein, mais bon, il est évident que à la vue de nez, ça ferait 5 fois plus que ce que faisait le 747. Mais tout ça pour dire que les passagers, quand ils prennent un gros avion de transport,
ne doivent pas avoir de complexe écologique, ils ont pris les transports en commun. Ils consomment moins que s'ils avaient pris leur voiture pour faire le même itinéraire, dans la mesure où ça aurait été possible, bien entendu. Donc voilà sur les problèmes de carburant. Pour le Concorde, au niveau du roulage déjà, on a une petite idée de combien... Ah oui, oui, c'est impressionnant. Alors déjà, avant de commencer le roulage, on met en route les 4 moteurs. Logique. Bien. Les 4 moteurs au ralenti, sans déjà avoir accéléré pour commencer à rouler, hein, vraiment ralenti complet, les 4 ont consommé 100 kg minute. Hein, en aéronautique, on utilise toujours la masse et non pas le volume du carburant, pour d'autres raisons. Bien. 100 kg minute, donc grosso modo 2 litres par seconde. Donc c'est déjà pas mal. Alors évidemment, quand on commençait à pousser les manettes pour rouler, ou quand on poussait les manettes pour décoller, c'était encore beaucoup plus. Mais enfin, si je me souviens bien, c'est quand même pas fabuleux, 100 kg minute, puisque le 747 classique, c'était 60 kg minute. Bon, donc ça reste encore dans le domaine des choses acceptables. Mais le forfait, par exemple, autant que je me souvienne, à Roissy, quand on prévoyait la quantité de carburant qu'il fallait pour faire le vol, le forfait mise en route, roulage, arrivé au seuil de piste avant le décollage, on comptait 3 tonnes pour le Concorde. Alors que pour le 747, je ne sais plus très bien, c'était 1 tonne ou 1 tonne et demie. Calculé 3 tonnes. Si bien qu'il arrivait parfois, comme cet avion avait une autonomie assez limitée, c'était son point faible pour faire du long courrier. Moi, ça m'est pas arrivé, mais c'est arrivé à certains. S'ils avaient dû attendre un petit peu au roulage, parce qu'il y avait d'autres avions, d'arriver au seuil et de dire bah non, désolé, j'ai trop attendu, je dois faire demi-tour, retourner au parking pour remettre du carburant. Mais ça pouvait arriver pour une autre raison, moins évidente, et qui était aussi une des particularités du Concorde, des raisons de centrage. Le centrage, donc la position du centre de gravité de l'avion, est très importante dans l'aéronautique. Mais pour tous les avions, en principe même pour tous les avions légers en aéroclub, on calcule le centrage avant de partir, en fonction de la répartition et de la quantité de carburant, de la répartition des passagers, du fret, tout ce qu'on veut. Et on regarde si on est entre le centrage maximum à l'avant ou le centrage maximum à l'arrière, faut qu'il n'y ait pas entre les deux. Or, sur le Concorde, cette plage de centrage autorisé était extrêmement petite. Extrêmement petite. Et il pouvait arriver que le fait d'avoir consommé un petit peu trop de carburant au roulage, même si on en avait assez pour faire le vol, faisait qu'on sortait de la plage de centrage autorisé. Il n'y a plus qu'une solution, c'était de faire demi-tour. Et pour rester sur cette histoire de centrage, c'était encore une particularité de cet avion. Pendant tout le vol, ce centrage était suivi attentivement par le mécanicien navigant. Ce n'était pas un système automatique. Et il y avait 13 cellules, disons des réservoirs dans l'avion, des endroits différents où on pouvait mettre du carburant, classiquement dans les ailes, sous le ventre, un petit peu dans le nez et un petit peu dans la queue. Et pendant tout le vol, pour surveiller et contrôler ce centrage, le mécanicien navigant, à l'aide d'interrupteurs, de pompes électriques, envoyait le carburant vers l'avant, vers l'arrière et ainsi de suite, et même un petit peu à droite à gauche. Bon, ça c'était du détail, à droite à gauche, c'est-à-dire que fallait que l'avion soit bien équilibré. S'il n'était pas bien équilibré, eh bien il y avait une petite dissymétrie et une légère surconsommation. Alors comme on était toujours obsédé par la consommation, on faisait tout ce qu'on pouvait évidemment pour la réduire, l'optimiser. Oui. Justement, oui, il y avait le système des vannes assez impressionnant à bord, une gestion permanente tout au long du vol. Ah, le centrage, c'était vital, vital. Si on sortait de ces plages, l'avion serait devenu incontrôlable. D'ailleurs, tu m'avais mentionné un peu avant le fait que tu faisais régulièrement des surplains oui. Au sol. Ah oui, oui, la préparation du vol, bon, un aspect un petit peu folklorique. Pour préparer le vol, disons 2 heures avant, dans les bureaux, on était donc les 3 individus du cockpit qui étaient là. Chacun dans son coin faisait son petit calcul de carburant minimum légal, à savoir ce qui est prévu pour le vol, ce qui est prévu pour le déroutement, un temps d'attente forfaitaire, standard, etc. Nous comparions ensuite nos résultats. A priori, on trouvait la même chose, non pas parce qu'on avait utilisé l'ordinateur, parce qu'il n'y avait pas d'ordinateur pour ça. Tout se faisait à la main, avec des graphiques, des choses comme ça. Et une fois qu'on avait comparé nos résultats qui étaient a priori quasiment identiques, le commandant de bord disait « Bon, eh ben on fait le plein ». Parce que de toute façon, on savait très bien qu'on n'aurait pas grand-chose. Ce qui est très différent des autres avions en ligne, parce qu'une fois qu'on a calculé
le minimum légal, le commandant de bord va décider s'il prend ça, ou un peu plus, ou beaucoup plus, ou le plein complet. Pourquoi? Eh bien, en fonction de son expérience, de se dire, est-ce qu'à l'arrivée, je vais devoir attendre, par exemple, il y aura peut-être un orage, il sera peut-être bon d'attendre une demi-heure avant que l'orage se calme. Est-ce que cet aérodrome est encombré? Si vous allez vous poser, par exemple, à Londres, à 9 heures du matin, il y a énormément d'avions qui arrivent, vous prenez votre tour avant d'atterrir. À Londres, il y a toujours de l'attente, presque. Bon. Ou encore autre raison, c'est le prix du carburant. Le prix du carburant est extrêmement différent d'un endroit à un autre. Il n'y a pas de prix unique imposé. Par exemple, on va vous dire, vous faites, je sais pas, Paris-Rome, vous le paierez beaucoup plus cher, je dis au hasard, à Rome qu'à Paris. Qu'est-ce que vous faites? Eh ben, dans la mesure du possible, vous mettrez dans votre avion de quoi faire l'aller-retour. Si vous n'arrivez pas à faire l'aller-retour, ben, vous prendrez le maximum possible, et ainsi de suite. Ou d'autres raisons, vous allez vous poser quelque part, vous savez que la piste est courte, eh ben, vous ne prendrez pas trop de carburant, parce que si vous posez avec un avion très lourd, vous allez devoir freiner comme un malade, faire chauffer les freins, éclater des pneus. Si les freins sont très chauds, vous ne pourrez pas repartir 3 quarts d'heure après parce qu'ils seront encore chauds, il faudra attendre qu'ils refroidissent, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de choses à anticiper. Déjà en aéroclub, on dit aux gens qu'il faut anticiper. Hein. Un avion n'est pas comme un cheval. Un cheval, vous le précipitez au galop contre un mur, il va s'arrêter avant le mur. L'avion, il ne va pas s'arrêter avant la colline si vous allez dans la colline. Donc, mentalement, il faut être toujours devant l'avion. Ouais. Un Concorde en croisière, ça fait 40 km à la minute. Donc 40 km à la minute, il y a intérêt à savoir ce qui se passe dans les minutes suivantes. Et donc pensez à des choses comme ça, pas seulement le poids à décollage, mais le poids à l'atterrissage. En fonction aussi de savoir est-ce qu'on aura des pistes humides, verglacées, n'importe quoi. Alors comme on l'a dit, dans cet avion, l'obsession c'était l'autonomie, la quantité de carburant qui allait rester à l'arrivée. Et on faisait tout ça à l'ancienne, à la main, pas d'ordinateur, rien du tout. Chacun des 3 bonhommes dans le cockpit utilisait ce genre de graphique et dans son petit coin faisait ses calculs. Bien entendu, on les comparait. Si on ne trouvait pas la même chose, on refaisait les calculs. Par exemple, ce graphique, on part, ici c'est marqué en bas à gauche de New York, hein, JFK, John Fitzgerald Kennedy, pour aller à Paris, Charles de Gaulle, CDG. Il y a différents points de report, des positions, 60 degrés ouest, 50 ouest, et ainsi de suite. Par ici, on a la quantité de carburant à bord. Disons, pendant le vol, et ici, même chose, la quantité de carburant à bord qui va être restante à l'arrivée. Et on commençait les calculs à 60 degrés ouest, c'est-à-dire quelques temps après le décollage. Et par exemple, à 60 degrés ouest, on se trouve avec, à bord, 63 tonnes. Au départ, on avait par exemple 90. Et là, on prend une règle spéciale, faite exprès pour le Concorde. Donc, on utilisait cette règle qui n'a pas beaucoup de lignes droites et qui comportait des graduations qui permettaient de faire ce genre de calcul pour pouvoir se dérouter, voir si on avait assez de carburant, avec des graduations à propos du vent subi. Si par exemple, il y avait plus 50, moins 50, moins 100, c'est-à-dire vent qui vous pousse, ou vent dans le nez qui vous ralentit. Ici est marqué le PNR, point de non-retour, point de ralliement. Et vous voyez, c'est pas tout à fait droit, il y a une très légère courbe, et ça va nous donner la consommation. Alors on part de là, et on se dit, on voudrait bien à l'arrivée, arriver avec 15 tonnes de carburant restantes, ce qui est une quantité pas très généreuse, je dirais, mais enfin habituelle, confortable. Et voilà, on se fait un petit trait de l'un à l'autre, et ça nous a donné, en l'occurrence, ce jour-là, le trait bleu. Parce que pour faire tout ça, on utilisait tous un petit stylo à billes avec 4 couleurs différentes. Donc mon trait bleu représente la consommation prévue. Et puis, on utilise aussi du vert et du rouge, avec des courbes qui vont être faites par ici. Exemple ici, cette courbe marquée subsonique 3 réacteurs. C'est-à-dire, si j'ai avancé, et puis tout d'un coup, ici, ah mince, pas de chance, je perds un moteur. Et je veux, dans ce cas-là, retourner à mon point de départ, à New York. Eh bien, cette courbe rouge représente la consommation que j'aurai pour arriver à New York avec seulement 10 tonnes.
En dessous de 10 tonnes, ça devient assez périlleux. Et en clair, ça veut dire quoi? Ici, j'avance tranquillement mon vol. Tant que je suis au-dessus de cette courbe rouge, si je perds un réacteur, je peux faire demi-tour, je suis sûr, j'aurai assez de carburant pour arriver à New York. D'ailleurs, si c'est là, par exemple, je peux mettre ma petite règle là, et puis je vois que j'arriverai avec 30 tonnes, par exemple. Bon. Mais, une fois que j'aurai dépassé ici l'intersection de ma courbe rouge et de ma courbe bleue, je ne peux plus retourner à New York. La courbe verte, c'est un autre cas, fait avec un autre endroit. Ce serait si je suis en vol subsonique. Il y avait un certain nombre de pannes, par exemple, supposons le nez qui n'est pas en bonne position, ou bien une trappe de régulation de l'admission de l'air à l'entrée des moteurs. Les entrées des moteurs, s'il y en a une qui commence à fonctionner de travers, on va devoir abandonner le vol supersonique et passer en vol subsonique. On doit ralentir. Dans ce cas-là, la consommation augmente aussi. On sait très bien qu'on ne peut pas faire tout le trajet. Eh bien, ma courbe verte ici va me dire que je peux retourner jusqu'à New York, arriver à New York avec 10 tonnes, jusqu'à ce point-là. C'est moins contraignant en subsonique, 4 moteurs, qu'en subsonique, 3 moteurs. Bien sûr, si on perd un moteur, on doit passer en subsonique. C'est moins contraignant. La preuve, c'est que, vous voyez, je pourrais voler tranquillement un petit peu plus longtemps, jusqu'à cette position ici, tout en pouvant encore retourner sur New York. Maintenant, si je ne peux pas retourner sur New York, bah, bien sûr, je vais essayer d'aller ailleurs. On ne va pas essayer de trouver un porte-avions dans l'Atlantique. Et donc, on a mis d'autres endroits. Par exemple, on a mis Halifax au Canada, Sydney au Canada, Shannon, etc. Bon. Et ici, il y a même Santa Maria, les Açores, il y a Gander, bon, différents trucs. Et pour ces points-là, on peut aussi se faire des courbes. Alors ici, on a fait la courbe pour Paris, à l'arrivée, Brest et Shannon. Alors, à l'arrivée, même chose. J'ai ici ma courbe rouge, par exemple, sur Brest, et qui me dit que, si je remonte ma courbe, à partir de ce point ici, si je perds un réacteur, eh ben, je peux dire, tiens, je vais me traîner jusqu'à Brest, et j'arriverai à Brest avec 10 tonnes. La même quantité qu'on avait vu minimum, comme pour là. Par contre, avec mes courbes vertes, si à l'intersection de la courbe verte, de la bleue, je vais voir que juste à partir de quel moment je suis capable de me traîner, alors donc soit jusqu'à Paris, soit jusqu'à Brest, etc. Si c'est du subsonique, mais avec 4 moteurs. Alors ensuite, une fois qu'on a fait toutes ces petites intersections, on portait en bas les heures prévues par notre suivi de vol. Par exemple, ici, il est marqué qu'au 50 ouest, on y sera à 14h25, au 40 ouest à 14h47, et ainsi de suite. Et puis, on se dit donc jusque, par exemple, voilà, ici, cette heure-là, 14h42 apparemment, qui avait été lu sur le graphique. Je sais que jusqu'à 14h42, si je perds un moteur, je peux retourner sur New York. Après 14h42, il faut faire autre chose, il faut aller ailleurs. Et donc, sur un autre petit papier, chacun faisait, je crois, 8 ou 10 horaires comme ça, pour dire de telle heure à l'heure, j'ai ça. Parce qu'il fallait réagir très vite. Et trop tard s'il y avait un incident, pour commencer à sortir le graphique, faire des traits, calculer, discuter. Non. Comme on était toujours très juste en carburant, il fallait que tout soit prévu. On était très pessimiste. Donc, on prévoyait une panne qui nous fasse ralentir ou une panne de moteur. Et là-dessus était marqué juste à telle heure on fait ci, telle heure à telle heure on fait ça, telle heure à telle heure on fait autre chose, etc. Et chacun des trois faisait ça. Et si on avait plus de 2 minutes d'écart, disons, eh ben on recommençait les calculs. Voilà comment c'était fait. Et pendant tout le vol, donc, on vérifiait où on en était, évidemment, de la courbe. Est-ce qu'on consommait plus ou moins? Parce que peut arriver de consommer plus que le théorique, un peu plus, un peu moins. Si on consomme moins, tout va bien. Si on consomme plus, bah, il faut revoir un petit peu les décisions. Il fallait préparer les décisions. On n'avait pas le temps de réfléchir. Un autre exemple là-dedans, c'est à la mise en route, au parking, d'un avion classique. Si pendant la mise en route, il y a un petit voyant quelconque, un petit truc qui s'allume, par exemple au deuxième moteur qu'on a démarré, on va dire, ah stop, on arrête. Le mécanicien navigant, s'il y en a un, commence à chercher tous ses circuits, voire même il va ouvrir son livre, pour éclaircir qu'est-ce que c'est cette histoire de voyant.
Une fois qu'on a éclairci le truc, hein, on va appeler les gens qui sont en dessous, leur dire ok, on recommence à reculer avec le tracteur, on continue, on va démarrer le numéro 3, le numéro 4, etc. Bien. On prend son temps. Dans le Concorde, pas question. Un petit problème pour la mise en route, on continue la mise en route, on recule, on roule vers la piste. Et entre le parking et la piste, le mécanicien navigant va se débrouiller pour dire au reste de l'équipage, est-ce que c'est important, est-ce que c'est pas important. Si c'est pas important, on continue, si c'est important, on fait demi-tour. Mais il n'est pas question de s'arrêter et dire tranquille, on va avoir ça. Hein. Jamais, jamais, on n'avait pas le temps, on consommait trop, il fallait y aller. Donc systématiquement, en général, le plein, voire même le surplein. Mais sur cet avion, voilà. Alors le surplein consistait à dire, eh bien, on espère que le parking où il est bien horizontal, ce qui était quand même le cas en général, et on va demander qu'il fasse le plein jusqu'à ce que ça déborde. Et ce surplein donnait, autant que je me souvienne, 900 kg de plus. Alors 900 kg, c'est guère que 1%. Bon, 1% du temps de vol, le temps de vol, tant qu'on y est, c'était facile. Seul avion de ligne qui était comme ça. Il n'y avait pas de variation du temps due au vent. Donc le Paris-New York, c'était 3h21, on peut dire plus ou moins 2 minutes. C'était une régularité, une ponctualité qu'aucun autre avion ne pouvait avoir, pour différentes raisons. Alors pourquoi cette différence? C'est que, bien entendu, un avion va mettre un temps différent suivant qu'il a un vent de face ou un vent arrière. Un avion de ligne classique vole aux alentours de 900 km/h. Sur un Paris-New York, ça va faire dans le sens, le vent souffle toujours de l'Amérique vers l'Europe, toujours, de l'Amérique du Nord vers l'Europe. Vous pouvez faire un Paris-New York en 8h30, et si vous faites demi-tour, vous ferez le retour en 7h, 7h15 par exemple. Hein. Eh bien là non, parce que le Concorde volait nettement plus haut. On volait en gros presque à 60 000 pieds, c'est-à-dire de l'ordre de 17-18 km, tandis que les avions classiques ne dépassent pas les 11 km, ouais, disons, de 43 000 pieds, 41 000 pieds. Alors ça a l'air d'une peu de différence, mais quand même la densité de l'air est nettement moins forte. Et surtout, il n'y a pratiquement plus de vent. Plus de vent et non plus de turbulence du tout. D'où un confort extraordinaire. Pendant toute la durée supersonique, jamais une turbulence. Il ne se passait rien dans l'avion, pas de bruit, pas de turbulence. Tout était immobile, sauf la jauge de carburant qui descendait. Mais bon. Et d'autre part, s'il y avait un petit peu de vent, de toute façon, comme je disais, un avion qui vole à 900 rencontre un vent de 100 à l'heure de face, tout à fait courant. Eh bien, 100 à l'heure par rapport à 900, ça fait plus de 10% de sa vitesse. Donc son temps de vol augmente de 10% si ça dure pendant toute la croisière. Mais sur le Concorde, 100 à l'heure par rapport à 2200, ça fait beaucoup moins. Et de toute façon, on n'allait pas le rencontrer pendant toute la croisière. Donc le suivi de vol qu'on utilisait, on marque les heures de passage sur tel ou tel point, bah, il était déjà rempli d'avance, il n'y avait plus qu'à corriger une minute ou deux par-ci par-là. Alors que sur un autre avion, tout se calcule à la main ou par ordinateur, on va avoir des temps de vol, comme je disais, essentiellement variables, et c'est surtout spectaculaire sur l'Atlantique Nord, où c'est toujours dans le même sens. Les différences qu'on peut voir sur les trajectoires des avions sur l'Atlantique Nord, c'est suivant la position et la force des vents, vous voyez que les avions partant de France, ils vont plus ou moins au nord. Parfois, ils survolent le Groenland, ils redescendent sur le Canada, vers les USA. Parfois, ils y vont plusieurs milliers de kilomètres plus au sud, suivant la position du vent, et même chose pour revenir. Ils vont revenir très au sud s'il y a du vent arrière favorable au sud, ou moins. Le Concorde, il y avait 2 ou 3 routes très proches les unes des autres qui étaient définies, qui nous étaient propres. Et on n'était pas gêné par les autres trafics à cause de notre altitude. Puisque, je disais, tous les avions de ligne en général volent maximum à 41 000 pieds. Et nous avions une autorisation de contrôle qui était particulière. Au lieu d'avoir un niveau comme tous les avions, tu pouvais évoluer, on avait une tranche. Et la tranche était 45 000, 60 000. Voilà, hop. Et là, quand nous étions sur notre route, autorisé au-delà donc des 45 000 pieds jusqu'à 60 000, qui était d'ailleurs le maximum autorisé par le constructeur, pour des raisons mécaniques, eh bien nous pouvions faire ce que nous voulions sans rien dire à personne, c'est-à-dire qu'on pouvait très bien marsouiner un peu, monter, faire un palier, redescendre un peu éventuellement,
Et pourquoi on faisait ça? C'était en fait le pilote automatique à qui on laissait ce travail, on ne pouvait pas faire vraiment à la main, et qui s'en allait marsouiner pour rechercher des zones où la température était plus favorable, comme j'avais dit tout à l'heure. C'était très important, la température de l'air, hein, pas d'autre chose, température de l'air. Donc, la croisière, c'était pas une ligne droite comme ça, non, en profil, c'était un petit peu variable. Toujours Mach 2, bien entendu, au fur et à mesure de l'allègement de l'avion, puisque vu le carburant consommé, il s'allégeait de façon non négligeable, la croisière était quand même ascendante. Hein. On terminait en général vers les, disons, 55-56 000 pieds, encore une fois, suivant la température du jour. Maximum, donc 60 000, limitation constructeur. Voici notre règle qui avait été faite spécialement pour le Concorde, hein, elle se promène, ça ressemble un peu à une règle à calcul à l'ancienne, et des tas de graphiques avec des altitudes optimales, des niveaux. Ici, ça serait pour une croisière, 3 moteurs, qui serait donc un Mach 0,95. Et on vous dit, 3 moteurs, alors suivant aussi la variation de température, quels seraient les niveaux recommandés, suivant la masse de l'avion. Par exemple, vous voyez ici, bon là, si on a cette masse-là, c'est inquiétant, c'est qu'il n'y a plus de carburant. Bon, supposons par exemple à 120 tonnes, vous trouvez en suivant ça l'altitude optimale 31 000 pieds. Et alors, on a même prévu un cas d'embêtement bien plus préoccupant. On a perdu 2 moteurs sur 4. On se retrouve avec 2 GTR, 2 moteurs, et là on vole un petit peu plus lentement. C'est curieux, Mach 0,80, et là regardez les altitudes, si je reprends la même masse, hein, j'avais dit combien, je sais plus, 130 tonnes, eh bien avec les 130 tonnes, c'est plus niveau 300, mais c'est beaucoup plus bas, on se retrouve à un niveau de l'ordre de 160-170. C'est pas très étonnant. Donc il y avait des petites choses en cas de dépressurisation. En fait, il y avait beaucoup dans notre sens pour ici, un dégagement avec un poids d'atterrissage prévu à 100 tonnes, le délestage possible, les corrections, et de l'autre côté, encore d'autres petites fantaisies pour les possibilités, vous voyez, avec des distances sol, du vent effectif, devant, derrière, des courbes différentes en supersonique ou en subsonique, c'est pas du tout les mêmes consommations. Voilà le genre de petits jouets.